Bonjour à tous, tout le monde est en train d'arriver donc à 14h05. Alors pour tout vous dire, on avait un petit peu plus de personnes qui étaient inscrites, mais juste pour rappel, comme ça a été indiqué par mail, l'événement est enregistré pour qu'on puisse diffuser à la majorité, à toutes les structures du secteur de l'autonomie, à la fois les supports si cela est possible pour vous et le replay du webinaire parce que pour nous, les webinaires, c'est important qu'ils puissent être diffusés et retransmis. Donc, encore merci à vous d'être présente aujourd'hui. Je m'appelle Ali Pardaillé, je suis chargée de projet à l'association Centre de ressources pour l'aide à l'autonomie. Nous sommes une structure qui accompagne à la fois donc les personnes qui sont soit en recherche d'emploi dans le secteur de l'autonomie, service à la personne médico-sociale petite enfance, soit qui travaillent mais qui ont besoin aussi de conseils sur notamment sur la santé au travail. Donc on accompagne à la fois les demandeurs d'emploi ou les personnes en reconversion professionnelle, mais également les structures du secteur de l'autonomie. Parce que pour nous, ce qui est primordial en tout cas, c'est de valoriser ce secteur, faire en sorte que les personnes l'intègrent, parce que c'est un secteur à gros enjeux. Rien que sur le territoire de la Vienne, chaque année, il y a besoin de plus de 2000 nouvelles salariés. Mais dans le même temps, c'est un secteur où il y a de nombreux risques professionnels. Déjà parce que travailler dans le secteur de l'autonomie, c'est difficile. On en parlera notamment avec Arnaud Barrier mais aussi parce que dans ce secteur-là, il y a une majorité de femmes, pas moins de 70% de femmes dans le secteur de l'autonomie. On est parfois à plus de 90, voire 99% de femmes. Je pense notamment au métier d'assistante maternelle. Donc, il y a une sorte de cumul en fait, des difficultés. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on souhaitait faire ce webinaire aujourd'hui. Donc, et en parallèle, on accompagne aussi les personnes qui sont en perte d'autonomie ou en devenir avec un large panel d'aides techniques qui servent à la fois aux personnes qui souhaitent aménager leur logement pour pouvoir rester à leur domicile, mais aussi aux professionnels. Donc, je laisse sans plus attendre la parole à Madeleine pour présenter le programme. Qui sont pas très importants en soi, mais quand même, ça bouleverse par exemple l'ordre de passage des intervenants. Donc, à la base, c'était censé être Arnaud Barrier qui devait ouvrir le webinaire, mais du coup, c'est Asso SOPK qui prend sa place. Donc, par rapport à l'horaire aussi, il y a un petit changement. Du coup, on finira un tout petit peu plus tard que prévu. Et du coup, au niveau des intervenants, on en a trois et ce sera environ 40 minutes par intervenant avec 30 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Du coup, je vais laisser la place à Émilie Cotta de l'association Asso SOPK. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. J'ai préparé une petite diapo. Donc moi, je suis Émilie Cotta. Je suis secrétaire générale. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon? Donc moi, je suis Émilie Cotta. Je suis secrétaire générale de Asso SOPK que je vous présenterai plus en détail à la fin de la présentation. Mais globalement, c'est une association de patientes créée en 2021 qui est là pour accompagner et soutenir les femmes concernées par le syndrome des ovaires polykystiques et leurs proches. Donc le SOPK, qu'est-ce que c'est? Je pense que tout le monde a plus ou moins entendu parler de ça une fois dans sa vie. Souvent, la réponse qu'on a, c'est mais oui, j'ai telle ou telle femme de mon entourage qui est concernée. Sauf qu'on ne sait généralement pas exactement ce que c'est, sauf quand on est concerné directement. Donc le SOPK, ou syndrome des ovaires polykystiques, qui est aussi appelé syndrome de Stein-Leventhal, qui est le nom des deux premiers scientifiques qui ont découvert le SOPK. Et c'est un syndrome qui touche environ une femme sur 7. Donc c'est plus que l'endométriose qui a une femme sur 10. À savoir que 50% ne sont pas forcément diagnostiquées. Donc, si on comptait les femmes non diagnostiquées, on pourrait aller jusqu'à une femme sur 4. Et l'errance de diagnostic est en moyenne de 7 ans. La raison principale pour laquelle les femmes sont diagnostiquées, en général, c'est pendant un projet grossesse. Alors, comment ça se traduit? On parle de kystes dans le syndrome des ovaires polykystiques. Le nom n'est pas du tout bon. Ce n'est pas des kystes dans les ovaires, en fait. C'est des follicules. Donc, chaque femme a tous les mois un certain nombre de follicules dans les ovaires. Un de ces follicules va grossir pendant le cycle
et va permettre l'ovulation. Et en fait, chez les femmes concernées par le syndrome des ovaires polykystiques, il y a beaucoup de follicules dans les ovaires et qui sont à la surface des ovaires. Donc aujourd'hui, on sait que ce ne sont pas des kystes, ce qui en général fait un petit peu moins peur. Et on a plutôt tendance à parler d'ovaires multifolliculaires que d'ovaires polykystiques. Quels sont les symptômes? Il y en a beaucoup. On a même créé, nous, ce qu'on appelle la roue des symptômes. Il y a énormément de symptômes au niveau des ovaires polykystiques. Les plus connus sont souvent l'infertilité. Vous cherchez SOPK sur Internet, vous allez tomber sur infertilité. Alors oui, il y a un certain nombre de femmes qui sont concernées par l'infertilité. Mais à savoir qu'il y a quand même 70% des femmes concernées par le SOPK qui arrivent à tomber enceinte naturellement. Et ensuite, il y a évidemment le reste qui peut avoir affaire à un parcours de PMA, mais la PMA reste quand même très très efficace pour les femmes concernées par le SOPK. Ça reste malgré tout une infertilité. Les ovaires d'aspect multifolliculaire font qu'on a des cycles qui sont beaucoup moins fréquents. Et évidemment, quand vous ovulez 2 fois par an, c'est beaucoup plus difficile d'être enceinte que quand vous ovulez 12 fois par an. Tous les autres, les plus connus, je vais peut-être aller d'abord par les plus connus. On a tous les symptômes liés à l'hyperandrogénie. Donc le SOPK est un syndrome endocrinien avec des hormones androgènes qui sont trop élevées pour une majorité des femmes. Et donc, ça crée de l'acné, de l'hirsutisme, donc la perte de cheveux. L'hirsutisme, c'est le fait d'avoir des poils là où les femmes ne devraient pas en avoir. La perte de cheveux, absence ou irrégularité des règles, ça je viens d'en parler. Et après, on a des symptômes qui sont un peu moins connus, mais qui sont tout aussi importants et embêtants dans la vie quotidienne. L'anxiété, la résistance à l'insuline, qui peut créer du diabète à long terme. La baisse de la libido, les migraines, l'humeur changeante qui est due aux fluctuations hormonales, les douleurs pelviennes et musculaires, pelviennes plutôt dues au fait que le corps fait des tentatives d'ovulation régulièrement et qui peuvent créer des douleurs. Musculaires, c'est dû à l'inflammation que tout ça peut créer dans le corps. De la prise de poids, mais aussi de la perte de poids. C'est important de le dire parce que toutes les femmes SOPK ne sont pas en surpoids. Donc, on en a quand même un certain nombre. Alors, ça ne veut pas dire que dès qu'on a une partie de ces symptômes, on a forcément un SOPK. Le SOPK reste une maladie qu'on diagnostique par élimination d'autres maladies. Mais quand on a tous ces symptômes-là, il est intéressant de se poser la question et d'en parler avec un professionnel de santé. Donc, d'où viennent ces symptômes? J'en ai parlé déjà rapidement. C'est un dérèglement hormonal qui provient des 2 ovaires et des 2 glandes endocriniennes du cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui ne fonctionnent pas correctement. Les causes, il faut savoir que le SOPK, c'est très vieux, on l'a vu en introduction, mais c'est peu connu et surtout peu reconnu. C'est pas considéré comme une maladie chronique. On n'est pas sur une affection longue durée et il y a très peu de recherches sur cette maladie-là. Donc, connaître les causes d'une maladie, quand il y a peu de recherches dessus, c'est compliqué. Mais on commence doucement à avoir quelques pistes. Et évidemment, c'est un syndrome complexe de base, mais l'origine est probablement aussi multifactorielle, qui pourrait être influencée par la génétique. Donc, des gènes de prédisposition au SOPK qui pourraient avoir été identifiés et un facteur héréditaire qui est probable, mais qui ne s'appliquerait pas forcément. Moi, à titre personnel, il n'y a personne qui est concerné par le SOPK dans ma famille. J'ai une petite fille, peut-être qu'elle elle aura un terrain SOPK par la suite, mais ce n'est pas obligatoire. L'épigénétique, c'est le facteur qui est quand même le plus sur lequel il y a le plus de recherches, en tout cas, parce que l'environnement de vie, et on le sait, hein, les perturbateurs endocriniens peuvent faire développer une maladie qui serait déjà présente, en tout cas pour une femme qui aurait un terrain. Ça pourrait se développer avec l'épigénétique et l'environnement. Donc, les perturbateurs endocriniens, je viens d'en parler, qui sont des substances qui interfèrent avec notre système hormonal.
on en parle beaucoup sur plein d'autres pathologies, c'est environnemental et il y en a de plus en plus aujourd'hui. Et donc, si on corrèle l'épigénétique et l'environnement, on peut probablement expliquer la raison pour laquelle le SOPK va se développer chez certaines femmes et pas d'autres. Les conséquences, donc tout à l'heure, je vous parlais des symptômes, qui sont des symptômes au quotidien, qui sont difficiles à gérer, pour lesquels il faut réussir à trouver des astuces pour améliorer notre quotidien. Mais il y a aussi des conséquences à long terme qui, pour le coup, sont beaucoup moins connues. Le syndrome métabolique, donc qui est plus lié au surpoids, qui est, j'en parlais tout à l'heure, la résistance à l'insuline, qui sur le long terme peut entraîner du diabète, mais aussi des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires plus importants. On sait déjà qu'en tant que femme, on a des risques de maladies cardiovasculaires plus importantes que les hommes. Avec un SOPK, vous rajoutez encore une couche. Le diabète de type 2, donc lié à la résistance à l'insuline. Les troubles de la fertilité, donc tout à l'heure, je vous parlais d'infertilité, mais qui n'est pas pareil que la stérilité. C'est pour ça que je précisais bien que une femme concernée par un SOPK a de grandes chances de réussir à être enceinte, déjà naturellement, mais d'autant plus en parcours de PMA. Au niveau de la grossesse, on est suivi de façon un peu plus importante, surtout quand on fait des parcours de PMA. Il peut y avoir des risques qui sont quand même très faibles et pour lesquels on manque encore de recherche, mais potentiellement plus élevés d'accouchement prématuré, de diabète gestationnel. Ça, évidemment, c'est quelque chose de très important. Quand on a un SOPK, même quand on n'a pas physiquement ou qu'on n'a pas de symptômes qui pourraient faire penser à un diabète gestationnel, c'est très important de faire quand même le test parce qu'il y a un risque plus élevé dû au problème hormonal et de prééclampsie. Voilà, là il y a noté sur notre compte YouTube, on a des vidéos pour mieux comprendre comment fonctionne le lien entre infertilité et SOPK. Les autres complications, donc augmentation du risque d'hyperplasie et de cancer de l'endomètre, dû au fait qu'une femme qui a moins ses règles, forcément, il y a moins de règles, donc il y a plus de risques qu'il y ait des problématiques au niveau de l'endomètre. C'est pour ça que c'est aussi important, quand on n'a pas forcément de cycle très régulier, d'avoir des saignements tous les 3 mois. Essayez en tout cas de faire en sorte, en prenant des traitements, si la femme est d'accord avec ça. Des facteurs de risque de dépression dus aux problématiques hormonales et de l'apnée du sommeil qui peut arriver souvent avec l'âge. C'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et potentiellement faire des tests quand on sent qu'on est très fatigué et que c'est une fatigue qui est un peu différente de d'habitude, de penser peut-être en parler au médecin pour faire des tests. Le diagnostic, qui n'est pas une mince affaire non plus avec le SOPK, il faut avoir 2 des 3 critères qu'on appelle les critères de Rotterdam. Les 3 critères sont des cycles longs, donc supérieurs à 35 jours, et réguliers, voire absents. Il y a des femmes qui n'ont pas de cycle du tout. Une hyperandrogénie clinique, donc l'acné dont je parlais tout à l'heure, chute de cheveux, hirsutisme, donc une hyperandrogénie qui va se voir physiquement ou biologique, et là ça va se voir sur la prise de sang, de vérifier s'il y a un excès d'hormones masculines comme la testostérone, et des ovaires d'aspect multifolliculaire à voir sur une échographie qui depuis 2023 n'est plus forcément obligatoire parce que c'est une échographie endovaginale. Pour des adolescentes ou des femmes qui ne souhaitent pas avoir d'échographie endovaginale, il est tout à fait possible de voir ça sur une prise de sang en vérifiant ce qu'on appelle l'hormone antimullérienne, qui est une hormone qui permet d'anticiper le nombre de follicules qu'une femme peut avoir dans les 3 prochains mois. Et plus elle est élevée, évidemment, plus ça veut dire qu'il y a des ovaires qui sont très riches. Quand on peut faire une échographie endovaginale, c'est mieux, mais la prise de sang fonctionne aussi. Donc là, vous avez les 3 critères de Rotterdam. Si après élimination d'autres pathologies, vous avez 2 de ces 3 critères-là, vous avez un syndrome des ovaires polykystiques. Ce qui amène à avoir énormément de profils différents, parce que je vais vous donner mon exemple personnel, j'ai pas d'hyperandrogénie ni clinique
ni biologiques. Par contre, j'ai des cycles longs et des ovaires d'aspect multifolliculaire. J'ai un SOPK. Mais je ne vais pas avoir les mêmes problématiques qu'une personne qui va avoir des cycles longs et une hyperandrogénie, mais pas d'ovaires d'aspect multifolliculaire. Parce que l'hyperandrogénie, c'est souvent ce critère-là qui amène à avoir de la résistance à l'insuline, à avoir potentiellement du surpoids, et donc ne va pas avoir les mêmes problématiques et les mêmes besoins en termes de prise en charge qu'une personne qui va avoir des cycles longs et comme moi et des ovaires d'aspect multifolliculaire. C'est pour ça que c'est un syndrome très complexe. Ce que je disais, donc c'est à minima 2 de ces 3 critères. Là, je vais passer très rapidement, mais c'est pour vous montrer justement ce que je venais de dire, c'est ça peut amener à 4 gros types de SOPK en fonction des symptômes que l'on a. Soit plutôt, je dirais 2 profils principaux avec plutôt des profils infertilité, où là, il va y avoir nécessité à aller voir plutôt un gynécologue pour pouvoir suivre. Et j'insiste pas que quand on a un projet grossesse, le SOPK, quand on a des cycles irréguliers, on n'attend pas d'avoir un projet d'enfant si on en a un pour se faire suivre. Et un autre profil qui va être plus hyperandrogénie, où là, on a tendance à aller voir plutôt un endocrinologue, parce qu'il va y avoir, il y a un travail à faire sur la gestion du métabolisme pardon, et la gestion de l'insuline. De la résistance à l'insuline d'ailleurs plutôt. Il n'existe pas de traitement curatif pour les SOPK, ce qui sous-entend qu'on pourrait avoir une affection longue durée. La question est pourquoi on n'a pas encore cette reconnaissance-là, parce que pour le moment, le syndrome n'est pas suffisamment connu et que c'est un syndrome et c'est compliqué d'avoir une reconnaissance infection longue durée quand c'est un syndrome et non une maladie. Donc chaque femme est différente et, comme je le disais, nécessite une prise en charge adaptée. Le traitement de première intention avec le SOPK, c'est pas toujours facile à entendre, mais c'est l'adaptation de l'hygiène de vie. C'est très très efficace dès qu'on arrive à modifier son hygiène de vie. Ça demande beaucoup d'efforts et on en est consciente dans l'association parce que toutes les femmes qui sont présentes sont concernées. Donc on sait à quel point c'est difficile, mais on sait à quel point ça fonctionne aussi. Et ensuite, on peut tout à fait se faire soutenir par des traitements médicamenteux qui vont être prescrits en fonction du type de SOPK et des besoins actuels de la femme. Il existe des choses pour aider à gérer son fonctionnement hormonal, des traitements pour soutenir l'infertilité quand il y a des cycles qui ne sont pas très réguliers, pour aider à avoir des cycles plus réguliers, des ovulations de qualité, pour réussir à être enceinte. Et des traitements aussi pour aider à la résistance à l'insuline. Donc là, qui consulter, donc principalement gynécologue ou endocrinologue. Dermatologue quand on souhaite avoir un traitement pour l'hyperpilosité. Le médecin généraliste, ça va être peut-être le professionnel de santé de première intention qui va permettre d'orienter. Mais on a très très peu de généralistes qui connaissent le SOPK, donc en général, on ne se fait pas forcément suivre par son médecin généraliste, mais ça reste quand même le premier médecin à qui on en parle en général. Et ensuite, vous avez des professionnels de santé, kinésithérapeutes, ostéo, diététiciennes, et ensuite des techniques complémentaires, naturopathe, sophrologie, acupuncture, et il y en a beaucoup d'autres, hypnothérapeutes, tout ce qui peut permettre d'aider les femmes à prendre soin d'elles et à prendre soin de leur corps et de les accompagner dans un mieux-être et dans la gestion aussi de la santé physique, mais surtout de la santé mentale. Tout à l'heure, je disais qu'on avait plus de risques de dépression avec un SOPK. Il y a les problématiques hormonales, mais aussi le fait de vivre avec une maladie qui a un impact pour certaines physique, donc difficile de vivre avec un corps qu'on a du mal à accepter. Et ça entraîne aussi des problématiques de dépression.
Donc, comme je le disais, adapter son hygiène de vie via l'alimentation, le stress, les émotions, l'activité physique, le sommeil, on n'en parle pas assez, mais c'est très très important. On évite au meilleur des cas le tabac, l'alcool et les pesticides et on essaye de limiter les perturbateurs endocriniens dans un monde où c'est très très difficile de les éviter. L'idée, c'est avant d'essayer de les éviter, peut-être de s'informer sur ce que sont les perturbateurs endocriniens et voir en fonction de ça dans notre vie quotidienne comment nous, on peut essayer de les limiter sans pour autant les supprimer totalement, ce qui est, je le dis à titre personnel, c'est très, très, très difficile. Mais quand on sait où il y en a, on a conscience des choses. Et ça aide déjà, dans un premier temps, à, à prendre conscience. Là, je vais passer assez rapidement. Je pourrais vous envoyer le support de toute façon, mais c'est plus concrètement comment adapter son hygiène de vie. C'est des pistes. C'est absolument pas exhaustif, mais ça reste des pistes intéressantes. Favoriser des aliments bruts, consommer des huiles riches, notamment en oméga 3. Et ensuite, euh, les aliments à IG bas pour les femmes qui ont une résistance à l'insuline. Et activité physique ne veut pas forcément dire activité sportive. Faire son ménage, c'est de l'activité physique. Aller marcher, c'est de l'activité physique. Aller faire ses courses, c'est de l'activité physique. Donc, si on arrive à avoir un équilibre entre activité physique et activité sportive, ça permet d'aider. Ma fille vient de se réveiller, donc c'est possible que les premiers bruits arrivent. Donc pour la SOPK au travail, ce qui va impacter la vie professionnelle au niveau des symptômes, ça va surtout être la fatigue, l'insomnie, les migraines, des risques, des troubles de la concentration et des difficultés à se concentrer à certains moments de la journée et une accumulation de la charge mentale qui peut être difficile à gérer. La gestion de la PMA, si la femme est dans ce parcours, c'est un parcours qui demande énormément d'énergie physique et mentale et qui va impacter forcément le quotidien dans le milieu professionnel. Difficulté de gestion du stress et des émotions et des règles qui peuvent arriver à l'improviste. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au quotidien? Il est possible d'avoir des mi-temps thérapeutiques, avoir un employeur compréhensif et à l'écoute. Pour ça, il faut aussi être en capacité d'en parler à son employeur, ce qui n'est pas forcément facile. Mais dans un contexte bienveillant, ça peut être intéressant que l'employeur soit au courant. Avoir plus de pauses, même si c'est des pauses de 5-10 minutes, ça peut aider à la concentration. Pouvoir aménager les horaires en fonction de son état de fatigue. L'aménagement du poste de travail et notamment avoir un poste de travail avec de la luminosité. Et quand c'est possible, de la mise en place du télétravail partiel. Et là, je vous présente rapidement donc l'association. SOS OPK, c'est une association créée en 2021 par 2 femmes qui ont concernées par le SOPK. L'objectif, c'est d'agir, informer et sensibiliser sur le sujet du SOPK. Et on a évidemment aussi pour but de faire reconnaître la maladie sur du plus long. Enfin, on est sur un objectif à long terme. Mais dans l'idée, ce serait de pouvoir faire reconnaître le SOPK comme une maladie chronique. Les membres du bureau, qui sont aussi depuis peu formés et qui sont patientes expertes. Donc, il y a Caroline Bernard, qui est la présidente et l'une des 2 fondatrices. Angélique Paulin, qui est vice-présidente et trésorière de l'association. Florine Gérardin, qui est référente des bénévoles. Et moi-même, Émilie Cotta, qui suis secrétaire générale. On a aujourd'hui une centaine d'adhérents et une trentaine de bénévoles répartis sur toute la France. Et grâce à elles, on organise beaucoup d'actions en région. Je crois que j'en parle juste après. On a un comité scientifique aussi, composé d'une endocrinologue, le docteur Borges, une gynécologue, docteur Peigné, endocrinologue spécialisé dans la reproduction, le docteur Lubin, et une radiologue spécialisée en imagerie de la femme, qui est le docteur Bordone. Au niveau de nos actions, l'action phare
qu'on organise tous les ans, c'est le forum du SOPK qu'on organise pour je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, 4e édition. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, 4e édition au mois de septembre 2026 à Paris. Et qui est un forum sur la journée où des intervenants professionnels de santé et patientes viennent faire des interventions et qui est ouvert à toutes. Donc, c'est en direction des patientes, mais on a beaucoup de professionnels de santé qui s'inscrivent aussi pour se former sur le SOPK pour rencontrer d'autres patientes. On organise des rencontres en région en fonction de là où se trouvent nos bénévoles, qui sont des rencontres autour de 5-10 personnes. On essaye de limiter le nombre, et qui sont soit avec des professionnels de santé sur une thématique spécifique, soit des temps d'échange entre pairs. On participe à beaucoup de congrès médicaux, le plus important étant le Paris Santé Femmes à Paris, auquel on participe tous les ans. L'objectif, c'est de former et de se faire connaître auprès des professionnels de santé. Et on a arrêté, mais on a aussi des webinaires en ligne qui sont disponibles sur notre site internet. Et je crois que j'en parle juste après. On est aussi très active. Donc ça, c'est les autres actions. On est aussi très active sur les réseaux sociaux. On a un site internet, donc un compte Instagram, un compte LinkedIn, un compte Facebook, un compte TikTok et enfin un podcast qui s'appelle Les Chroniques du SOPK, auquel on propose un nouvel épisode tous les mois. Et ce qu'on peut trouver sur notre site internet, donc des informations sur le SOPK, nos webinaires, on a 3 éditions de webinaires, et nos documentations, on a quelques flyers, et là en bas à droite, juste ici, il y a la roue des symptômes dont je vous parlais tout à l'heure. Merci à tous pour votre attention et je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vois qu'il y a une question dans le chat, je ne sais pas si vous le voyez. Si vous la voyez, pardon. Donc, comment est-il possible de vous rejoindre ou de rencontrer d'autres membres en proximité? Parce que c'est vrai que vous avez indiqué que vous intervenez pas mal en région. Moi-même, je suis charentaise et j'ai vu que récemment, je crois qu'il y avait un café-débat organisé en Charente. Mais voilà, il y a des points en fait de repères ou de structures ou de logos directement en territoire? Alors, moi, dans la question, je vois 2 choses. Pour nous rejoindre, vous avez soit la possibilité d'être bénévole, et dans ces cas-là, c'est un engagement un peu plus important. Il y a la possibilité de proposer votre candidature directement sur notre site internet. Vous proposez votre candidature, vous envoyez quelques lignes de motivation et en expliquant pourquoi vous souhaitez être bénévole, et ensuite vous êtes recontacté par une autre bénévole de l'association. On vous propose un temps d'échange en visio, et ensuite vous pouvez si c'est OK pour les deux, vous pouvez rejoindre l'équipe de bénévoles. Si c'est participer à des actions en région, la majorité de nos informations sont sur notre compte Instagram. En nous suivant, il y a toutes les informations. On indique en général un mois avant, quand on a une date de rencontre dans une ville, on ouvre les inscriptions un mois avant. Et donc c'est principalement sur notre site internet. On a aussi des choses sur notre compte Instagram, pardon. On a aussi des choses sur notre site internet. Facebook, parce qu'il est aussi relié à notre compte Instagram. Voilà, donc c'est la meilleure façon de savoir à quel moment on va organiser des actions. Et ensuite, pour nous envoyer des mails directement, on a l'adresse mail que j'ai présentée tout à l'heure, ou sinon directement sur notre site internet, on a un espace pour nous contacter. D'accord, merci beaucoup. Et effectivement, je vois une autre question, je vais laisser les personnes parler pour le moment ou écrire. Mais il y a une autre personne qui demande des précisions quant aux aménagements du poste de travail à mettre en place par rapport à la luminosité. Est-ce que vous pouvez détailler? Alors, Par exemple. Je dirais que pour ce qui est du poste de travail en lui-même,
c'est vrai que la luminosité, c'est important pour le mental surtout. Mais ce qui va jouer plus, c'est la possibilité de gérer son temps de travail. Pour moi, en fait, c'est principalement ça. Parce qu'on c'est un symptôme qui n'a pas de douleur physique particulière au quotidien, ou en tout cas qui nécessiterait d'avoir une chaise particulière ou du matériel adapté. Par contre, avoir la possibilité de faire des journées plus courtes ou de faire des journées plus longues en ayant plus de pauses dans la journée parce que c'est un besoin de la femme, ou d'avoir peut-être un aménagement au niveau un mi-temps thérapeutique qui est possible, qui est aussi possible de demander à la médecine du travail. En fait, je pense que le plus important, c'est de pouvoir gérer son temps parce qu'en fonction du moment du cycle et du moment et de l'instant T, la femme ne va pas forcément se retrouver à être dans un même état. On peut avoir nécessité de plus de temps pour se concentrer sur une tâche à un moment du cycle et pas à un autre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en discuter, d'avoir la possibilité d'avoir sur un mi-temps thérapeutique, par exemple, moi, je proposerais davantage de pouvoir travailler sur des demi-journées que de faire 2 jours et demi dans la semaine et d'avoir 2 jours et demi off le reste de la semaine. Parce que sur une demi-journée, on sait que sur 3 heures, 3h30, ça va être plus facile de se concentrer et de se reposer le reste de la journée que de faire des journées de 7 ou 8 heures. Est-ce que c'est ça? Ok. Il y avait aussi, du coup, je me permets de parler de ça parce que du coup, j'ai fait un mémoire sur le syndrome des ovaires polykystiques et son impact sur les conditions de travail des femmes l'année dernière. Vous m'aviez aidé d'ailleurs à trouver des participantes, je m'en souviens. Et du coup, il y avait beaucoup aussi d'adaptations du poste qui étaient faites individuellement par les femmes. Par exemple, il y avait des femmes qui allaient avoir un petit tiroir de survie en dessous de leur bureau avec des médicaments pour la douleur, de l'eau pour pouvoir bien s'hydrater. Enfin voilà, toutes ces petites adaptations-là qui sont faites individuellement par les femmes en fonction de leurs symptômes, parce que comme vous l'avez dit, les symptômes sont très différents d'une femme à une autre aussi. Donc adapter le poste de manière globale pour toutes les femmes, ça paraît un peu complexe. Et il y avait aussi des adaptations, typiquement sur la façon de s'habiller, pouvoir mettre des vêtements larges pour être confortable. Donc au-delà du poste de travail, il y a aussi tout ce qui va être l'environnement autour et même sur nous, sur comment s'habiller. Enfin, voilà. J'irais même aussi sur un autre point, ce qui me semble important, et vous avez juste avant que vous en parliez, j'y pensais pas spécialement, mais avoir un espace avec une cuisine pour pouvoir avoir le choix d'aller manger dehors ou de pouvoir ramener son repas si on le souhaite, parce que c'est très difficile dans certains endroits et malheureusement dans trop d'endroits de réussir à trouver des choses qui vont être adaptées à une femme qui va avoir de la résistance à l'insuline, par exemple. Donc, le tiroir de survie est hyper important. Moi, je sais que c'est vrai que j'y pense pas en adaptation, mais j'en ai un aussi. Mais par contre, avoir un espace pour pouvoir, soit une cantine qui permette d'avoir un repas suffisamment équilibré, soit de pouvoir ramener son plat et le réchauffer. Alors, c'est vrai que si on le lit, enfin, si on lit tout ça un peu au secteur de l'autonomie, c'est vrai que la particularité, et notamment quand je voyais les propositions d'aménagement du poste de travail notamment, moi je me place un peu comme si, même si je ne le suis pas du tout, mais salarié du secteur des services à la personne ou de la petite enfance, voire du médico-social. Je me dis qu'il y a certains aspects qui peuvent être compliqués à mettre en place parce que la majorité des salariés du secteur interviennent à domicile. Difficile d'avoir, à moins d'établir une communication. Enfin, de toute façon, il faut pouvoir communiquer avec les personnes chez qui on intervient, mais ça peut être très, très difficile à mettre en place. Euh, et puis pareil sur l'aménagement des horaires et la gestion du temps, comme ce sont déjà des horaires très, très hachés, en fait, soit tôt le matin, soit tard le soir. Je me demandais un peu comment ça pouvait aussi, comment on pouvait élever tout ça. Et deuxième question, est-ce que vous, parce que enfin, nous on le sait, voilà, je le disais au début, il n'y a pas moins de 70% de femmes dans le secteur, parfois plus de 99% de femmes.
donc qui subissent des risques professionnels de manière générale très complexes. Et puis, parce qu'elles sont femmes, des discriminations, des VSS parfois, enfin, ça arrive. Et donc, vient s'ajouter, sinon c'est pas drôle, différentes maladies dites enfin, féminines, comme le syndrome SOPK. Mais du coup, est-ce que vous, comme vous accompagnez aussi, vous souhaitez vous faire connaître davantage et vous accompagnez des personnes qui ont ce syndrome-là, est-ce que vous savez s'il y en a qui travaillent enfin, qui viennent de ce secteur-là? Est-ce que vous avez un peu euh, ouais, des données comme celle-ci à nous transmettre? Alors, pour répondre à la première question, euh, et je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais quand on peut ni gérer les horaires de travail, ni l'espace, il serait important peut-être de laisser des temps de pause entre chaque personne que les femmes vont aller voir, ce qui permet ce qui permet à la femme qui travaille de pouvoir avoir le temps de souffler, de gérer certaines choses. Si là, je pense à un exemple d'avoir ses rêves à un moment qui n'était pas prévu, ce qui arrive très souvent quand on arrive au PK, ou qui va avoir besoin de faire de souffler un peu plus longtemps et d'avoir un moment pour reprendre ses esprits et être de nouveau suffisamment concentré. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de ne pas être concentré dans ces milieux-là. C'est pas des moments où on peut se dire je vais faire une tâche qui va me demander un peu moins d'énergie. Non, là, c'est pas possible. Donc, il faut un moment, un temps où ces femmes, elles peuvent relâcher et se dire bah là, c'est bon, je souffle et ensuite, je reprends de l'énergie. Euh, sur la deuxième question que j'ai oubliée, Pardon, est-ce qu'à peu près, parce que nous, on accompagne, enfin, Ah oui, oui. Combien il y a de femmes? Alors, eh ben, en y réfléchissant, pas beaucoup. Voire là, de tête, dans celles que je connais, il n'y en a pas. Et je me dis que des métiers qui pourraient s'y ressembler un petit peu, des personnes qui travaillent dans le commerce, qui sont vendeurs en magasin, euh, c'est des métiers qui sont très physiques. Et en fait, c'est des femmes qui aménagent leurs horaires dans le sens où elles vont pas faire de temps plein. Et elles voient avec leurs responsables pour faire ce que je disais tout à l'heure, des journées de 3-4 heures. Et qui vont réussir à tenir le rythme de cette manière-là. Et en général, qui évitent de commencer très très tôt le matin. Parce qu'elles ont souvent besoin de sommeil, de plus de sommeil. Donc elles vont essayer de faire soit l'après-midi, soit de commencer assez tard dans la matinée. Et c'est comme ça qu'elles aménagent leur temps de travail principalement, parce que ça reste des métiers qui sont très physiques aussi. Et en fait, qui dit métier physique dit aussi une nécessité de récupérer et qui va être plus longue qu'une personne qui va faire du travail de bureau. C'est très intéressant parce que en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je sais que dans beaucoup de secteurs, enfin, et notamment le secteur de l'autonomie, je vais quand même utiliser la parole pour pouvoir laisser aux autres intervenants, mais c'est vrai que c'est passionnant parce qu'en fait, notamment dans le secteur enfin, du care, du prendre soin, les salariés professionnels de ce secteur-là, mais souvent minimiser, voire banaliser aussi ce qu'elles vont subir, que ce soit les conditions de travail ou discrimination ou autre, parce que les personnes handicapées sont vieillissantes, etc. Donc ça peut aussi être le cas un peu sur ces aspects-là, en disant que c'est pas grave. En plus, on sait que enfin, c'est vrai que les soignants, de manière générale, les soignants ont vachement de mal préfèrent soigner les autres plutôt que de se soigner eux-mêmes aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'il y en a pas, mais ça me fait penser à autre chose parce que dans le secteur de l'autonomie, il y a de plus en plus de personnes qui sont reconnues travailleurs en situation de handicap. Il y a pas mal de personnes qui souhaiteraient travailler dans ce secteur-là, qui sont reconnues travailleurs en situation de handicap, mais qui se posent la question de est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je peux vraiment intégrer ce secteur-là alors qu'elles le pourraient? Et du coup, c'est vrai que il y a peut-être enfin, votre travail est très intéressant parce que c'est un travail de sensibilisation aussi à se dire des solutions existent. Si j'ai vraiment envie de travailler, pas mal enfin,
auprès de la petite enfance ou dans les services à la personne, c'est possible en mettant en place des outils et des dispositifs assez intéressants. Mais c'est vrai que si on ne sait pas, je pense qu'on n'ose pas. Et c'est tout l'enjeu aussi de votre association. Et du coup, c'est pour ça que je voulais savoir à peu près si, s'il y avait des femmes que vous accompagnez qui seraient susceptibles de travailler dans ce secteur-là, étant donné que c'est un secteur extrêmement féminisé. Ouais, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se l'interdisent Ouais. de peur justement de se retrouver à subir plutôt qu'à vivre ce travail-là. Et donc, c'est hyper important de dire que oui, c'est possible avec des aménagements. La médecine du travail est là aussi pour accompagner les femmes qui souhaitent s'engager vers ces milieux-là et qui auraient besoin d'aménagement de temps de travail. C'est leur métier aussi. Les médecins du travail sont là pour ça. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter. Et il y a des fois, je sais que c'est difficile d'oser parler de sa maladie à son employeur. Mais ça peut vraiment désamorcer certaines situations. Parce que on imagine qu'ils ne vont pas forcément comprendre, alors qu'en fait, il y en a beaucoup qui peuvent être bienveillants malgré tout. Merci beaucoup pour cette intervention. On va pouvoir laisser la parole à l'intervenant suivant s'il n'y a pas de questions. Donc, à vous, du coup, Didam. Donc, je ne sais pas si vous intervenez à deux voix ou pas, ou si c'est uniquement Clémentine qui intervient, mais c'est à vous. Oui, bonjour. On va en effet intervenir à deux voix avec Madame Boitard. Je vais vous partager mon écran. Hop. Oui, on voit très bien. Ok, super. Super, donc, eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Clémentine Tastet, coordinatrice des parcours au sein de l'association Didam donc. Et j'interviens donc avec Madame Boitard, Jenna, Oh, bonjour. voilà, fondatrice de l'association. Donc, on a dit une petite demi-heure et puis après, on pourra répondre à quelques questions. Donc, on va vous parler de l'association. On va ensuite présenter les thématiques principales qu'on traite à l'association, donc à savoir l'endométriose, le postpartum, l'allaitement et la périménopause et ménopause. On fera un petit point sur les conditions de travail liées à ces spécificités de santé féminine. Et puis, on vous parlera un petit peu des ressources que nous, on peut proposer à l'association Didam donc. Donc nous sommes une association qui est née à Bordeaux en 2018. On est né avec le constat qu'en France, beaucoup de sujets de santé des femmes sont peu connus, peu accompagnés et ou peu pris en compte. Donc les résultats, c'est très souvent des diagnostics tardifs, des idées reçues sur ces spécificités de santé et bien sûr une inégalité d'accès aux soins. Donc, nos trois missions principales à l'association, c'est d'accompagner les femmes dans leur spécificité de santé par l'éducation en santé, de faire évoluer ensuite les milieux professionnels, mais pas que, aussi les milieux familiaux, l'entourage, les milieux médicaux et les espaces publics, et donc de rendre visibles ces spécificités et développer de nouvelles actions donc, au service de la santé des femmes. Et donc, plus largement, on souhaite permettre à chacune de faire des choix éclairés et d'agir sur leur santé. Donc, nous, à l'association, on traite principalement de thématiques liées à l'endométriose, du soutien à l'allaitement, postpartum et santé mentale périnatale, et tout ce qui traite de la périménopause et de la ménopause. Peut-être que Jenna, je peux te proposer de faire un petit historique de l'association. Oui, avec plaisir. Donc, du coup, juste pour vous dire, nous, on est un acteur de la prévention et de la promotion de la santé. Donc, on est spécialisé sur les sujets de santé féminine. Nous, donc, comme l'a dit Clémentine, notre but, c'est vraiment d'adresser les trous dans la raquette en santé.
public. Et donc ça, c'est vraiment l'origine, l'histoire de notre association, c'est avant tout d'accompagner les femmes à mieux vivre ces spécificités-là de santé féminine et de faire évoluer l'ensemble des milieux. Donc, quand on s'est rendu compte que en accompagnant les femmes sur la périménopause, ménopause, endométriose, à mieux vivre, à faire de l'éducation en santé ou la promotion en santé, à mieux vivre, à les préparer à cette période de vie qu'est la périménopause, par exemple, ou à mieux comprendre, à mieux vivre l'endométriose, on s'est vite confronté, et qu'on s'y attendait évidemment, on s'est vite confronté à des enjeux en milieu professionnel. Donc ça a été fondamental pour nous de pouvoir poser ces constats-là, parce qu'en fait, ces spécificités-là de santé féminine, ce qu'elles vivent, ce qu'on va pouvoir vous décrire en quelques mots sur chacune de ces thématiques tout à l'heure, c'est que ça ne s'arrête pas sur le paillasson des entreprises, en fait. Ces vécus-là vont être vécus ces vécus-là de santé féminine vont aussi impacter, en fait, le quotidien de travail et les trajectoires professionnelles des femmes. Ça, c'est fondamental de le comprendre et c'est la raison pour laquelle on invite les entreprises à agir, à se mobiliser sur ces questions de santé féminine au travail. Pour lutter contre la prévention du risque de désinsertion professionnelle et pour réduire les inégalités professionnelles liées à ces thématiques-là. Merci Jenna. Donc sur notre site internet, je pourrais vous redonner le nom du site internet tout à l'heure, mais donc on propose bien sûr des ressources sur ces thématiques-là, donc des ressources gratuites et fiables, avec des articles, des podcasts, des cartographies aussi de professionnels susceptibles d'être formés sur ces thématiques. Oui, Voilà. donc ça, ce sont des ressources plutôt à destination des femmes que vous pouvez vous saisir, vous. Alors, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, la liste, si c'est possible, qu'il y ait un petit tour de table. Je crois qu'il y avait 5-6 participants. Ça pourrait vraiment être intéressant de faire un petit tour, vu enfin, c'est plutôt accessible, pour comprendre un petit peu l'intérêt, les enjeux des participants et puis connaître un petit peu aussi leur poste. Donc ça, on a de la ressource à destination plutôt pour les femmes et à la fois, on a de la ressource pour les entreprises ou les employeurs, pardon, que ce soit collectivité, entreprise ou association, peu importe, finalement, le statut, ça n'a pas d'importance. Et notamment, on a une nouvelle saison de podcast qui est dédiée à la santé des femmes au travail, comme un véritable enjeu d'égalité professionnelle. Et donc, on a interviewé différents juristes spécialisés en droit du travail, des médecins du travail. On citait tout à l'heure les médecins du travail comme une ressource fondamentale, les services de prévention et santé au travail. Voilà, donc on a une nouvelle saison qui arrive, qui est plutôt destinée aux dirigeants, aux RH, aux responsables diversité, qualité, conditions et qualité de vie au travail, et aux managers. Donc on a ces doubles entrées, ces deux ressources à double entrée. Merci. Alors, donc on va passer à la thématique endométriose. En quelques chiffres, l'endométriose, c'est une femme sur 10 en France, mais sur 6 si on compte les errances de diagnostic. On voit 7 à 10 ans d'errance de diagnostic. Donc c'est voilà, entre 1,5 et 2,5 millions de femmes. La première cause de douleurs chroniques chez la femme et de troubles de la fertilité. Et donc on voit aussi que c'est 80% de ces femmes qui sont atteintes d'endométriose qui souffrent de douleurs chroniques qui sont invalidantes, avec un coût mensuel de reste à charge qui est assez élevé pour ces femmes, donc de presque 150 €. Donc l'endométriose, qu'est-ce que c'est? C'est le développement de tissu qui est un tissu qui est semblable à la muqueuse utérine, mais celui-ci va se développer en dehors de l'utérus. Donc ça peut, bien sûr, on l'a dit, entraîner des douleurs aiguës, des difficultés à tomber enceinte, donc une infertilité. Et un diagnostic, donc il y a un diagnostic retardé. Ça vient du fait qu'il y a la dimension sociale, tant au niveau individuel qu'au niveau du couple, mais aussi au niveau de la société. Voilà, on ne perçoit pas toute la douleur de la même manière et on n'y attribue pas toute la même
la même importance. Donc l'errance médicale est en moyenne 7 ans pour diagnostiquer l'endométriose. Et évidemment, voilà, les symptômes et leurs manifestations varient fortement d'une personne à une autre. Hop. Voilà, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Jenna. Peut-être que si vous avez des questions, n'hésitez pas à vraiment, on veut que ça soit surtout interactif, donc n'hésitez pas au fur et à mesure qu'on balaye les thématiques de pouvoir l'évoquer. On peut évoquer surtout l'impact sur la vie professionnelle. Est-ce que ça arrivera après, Clémentine? Oui, alors ce sera les impacts sur la vie professionnelle, puisqu'on va parler de tous les impacts qui sont liés aussi au postpartum, périménopause, ménopause. Mais bien sûr, on pourra détailler si besoin. Oui, il y a des statistiques qui sont liées à l'endométriose. 65% des femmes touchées par l'endométriose indiquent que ça a impacté leur travail et 1 sur 4 renoncent à leur travail ou à leur statut. C'est un petit peu, ça rejoint un petit peu les constats qui ont été faits en première partie. C'est que les femmes estiment que leurs conditions de travail ne sont pas compatibles avec leur état de santé. Et qu'elles ont besoin de trouver plus de souplesse, notamment. Voilà. Alors, c'est une chose de changer de travail, c'en est une autre de le subir, en fait. C'est un choix subi, ce qui est complètement différent. Voilà, et souvent s'orienter vers des métiers plus indépendantes où elles vont pouvoir en effet mieux gérer leurs horaires de travail, moduler comment elles se sentent. Voilà, ça induit aussi de l'absentéisme diffus, ponctuel. Et à ce titre, on a la chance du coup d'avoir l'ARACT et l'ANACT qui avec nous aujourd'hui qui nous parleront en effet de leur kit très très précieux qui a été déployé sur l'endométriose pour mieux aider les entreprises à se saisir de ce sujet-là et et de pouvoir avoir des leviers d'action à tous les niveaux. Je ne veux pas empiéter sur le sujet d'Arnaud, mais c'est vraiment hyper précieux. Il y a à la fois un vrai enjeu en fait de comprendre. On ne peut pas agir en entreprise si on ne comprend pas déjà de quoi on parle. C'est vraiment la première marche. Donc c'est ici qu'on essaie un petit peu de résumer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Et ensuite, il y a plusieurs, en effet, levées d'action tout à fait possibles pour vraiment lutter contre ce risque de désinsertion professionnelle et limiter l'impact sur les trajectoires professionnelles des femmes. Sur la thématique du postpartum et de l'allaitement, donc une petite définition, c'est une période donc, qui succède l'accouchement et qui dure, selon l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'au retour des premières règles. Donc bien souvent, cette période ne se limite pas forcément aux premières semaines après l'accouchement, puisque d'une part, certaines femmes peuvent vivre des symptômes physiques et mentaux du postpartum jusqu'à 1 an après l'accouchement. Et puis le retour des premières règles est très variable d'une femme à une autre, selon si on allaite ou pas, par exemple. Et donc, on le voit ici, 1 femme sur 5 présente un trouble psychique lié au postpartum. Donc ça, c'est une enquête de santé publique réalisée en 2023. Et puis, plus de 60% des femmes décrivent une fatigue intense et durable dans les mois qui suivent l'accouchement, selon l'enquête du ministère de la Santé en 2024. Donc, on voit bien ici un panel des besoins qui sont liés au postpartum. Donc, une récupération physique, la prise en charge des douleurs, des blessures ou des complications qui peuvent être liées à l'accouchement. Aussi des bouleversements hormonaux, un besoin aussi de prendre en compte une santé mentale liée à cette période de transition, à ce nouveau rôle. Une transition sociale également. Et donc, un besoin de soutien global, peut-être d'être accompagné par des professionnels, mais aussi d'être compris et accompagné par l'entourage. L'allaitement, quant à lui, donc il s'agit d'un droit fondamental reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Et il faut savoir qu'en France, il n'existe aucune disposition légale spécifique concernant l'allaitement dans l'espace public, ce qu'il est donc autorisé. Il est reconnu bien comme un besoin physiologique de l'enfant et il ne constitue pas une atteinte à la décence ni un trouble à l'ordre public. Et on voit aujourd'hui que 9 femmes sur 10 auraient bien aimé bénéficier de lieux publics
pratique plus sécurisant et plus confortable pour allaiter. Oui, alors là, juste pour remettre un petit peu en contexte plutôt professionnel, donc on voit que à la reprise professionnelle, les taux d'allaitement chutent drastiquement, liés à la fois à ce virage-là de la reprise pro, mais aussi au mode de garde. Voilà, et à la logistique que ça peut nécessiter. Donc, il y a des lois qui encadrent le soutien à l'allaitement. Cela dit, il est assez peu soutenant, ce droit-là. D'abord parce que, il y a une obligation de donner du temps à une femme qui allaite, mais ce temps-là n'est pas rémunéré pour commencer. Voilà. Et deuxième point, les salles d'allaitement sont obligatoires à partir de 100 salariés femmes dans les entreprises. Donc, alors qu'il existe des façons très faciles de soutenir les femmes qui allaitent. Donc, pour nous, c'était aussi important d'évoquer des sujets de santé féminine qui ne sont pas que des pathologies, mais qui sont vraiment qui s'ancrent, dans le parcours de vie des femmes. Voilà. Et dans les façons voilà, de pouvoir soutenir une femme qui allaite, ça va être déjà plusieurs éléments. Ça va être de pouvoir préparer, en fait, de pouvoir recevoir cette femme à son retour, voire même de préparer en amont de son retour par un entretien. Voilà. Des fois, la seule pièce qui ferme à clé, ce sont des toilettes dans certaines structures ou petites structures. Donc voilà, ça pose quand même question sur des conditions dignes d'allaitement. Des fois, c'est simplement l'accès à un frigo. Donc, en effet, quand on va de domicile à domicile, ça aussi, ça peut se questionner. Ou voilà, dans le secteur de la petite enfance, qui est peut-être plus sensibilisé aussi à ces questions-là, ou pas. Donc, c'est assez varié, nous, dans nos expériences aussi, finalement. Voilà. Donc, en tout cas, il y a des facilités. Nous, on propose un macaron aux entreprises pour pouvoir aussi dédier des salles sur des moments très ponctuels finalement, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir mieux fluidifier et communiquer ces temps où les femmes pourront tirer leur lait, d'autant plus que c'est une période assez temporaire, vu que les besoins de l'enfant évoluent. Donc, généralement, c'est une histoire de plusieurs semaines ou mois. Donc, c'est assez facile à mettre en œuvre finalement. Et assez peu coûteux pour le coup, de pouvoir concilier ces éléments-là. Merci Jenna. Donc on continue sur les grandes périodes, phases de la vie d'une femme, ou en tout cas une période à laquelle beaucoup de femmes sont confrontées, pardon. Donc c'est la périménopause et la ménopause. Donc une petite définition que vous verrez ici sur le schéma. La périménopause, c'est une période qui peut durer entre 3 et 10 ans et qui se caractérise par une fréquence irrégulière et des flux irréguliers de règles. Et une apparition des premiers symptômes. On fera un petit panel après des symptômes qui y sont liés. Et puis, à partir de à peu près 51 ans, on est considéré comme en ménopause, pardon, après 12 mois sans règles, avec des symptômes persistants durant ces 12 mois. Et donc, la post-ménopause, après l'absence permanente de règles. Et donc, bien sûr, des risques associés, c'est-à-dire une santé osseuse et cardiovasculaire plus vulnérable. Donc, ça concerne 17,2 millions de femmes en France, et donc 500 nouvelles femmes chaque année. Et il y a 87% de femmes qui présentent au moins un symptôme de ménopause, en plus de l'irrégularité ou l'arrêt des règles. Donc, ça commence à partir entre 40 et 45 ans. Donc, un panel des symptômes, il me semble qu'il y en a aux alentours de 40 différents. Donc, ça peut être des symptômes qu'on appelle thermorégulateurs, donc des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des symptômes aussi psychologiques. Une irritabilité, une anxiété, une baisse de concentration. Ça peut bien sûr aller jusqu'à des troubles dépressifs, du stress, des crises de pleurs, de la fatigue mentale. On va avoir tout ce qui est
caractéristiques génito-urinaires, donc avec les sécheresses vaginales, les fuites urinaires, les problèmes de périnée, des symptômes musculaires, des douleurs articulaires, des raideurs, pardon, des symptômes liés à la peau, des sécheresses cutanées, des symptômes liés au sommeil et à la fatigue. Et puis après, donc des symptômes plus généraux, donc une prise de poids abdominale aussi, cognitif aussi, troubles de la mémoire, troubles de l'attention, et neurologique, migraine, hypersensibilité. Donc, l'apparition de ces symptômes n'est pas toujours mise en lien avec la périménopause ou la ménopause, parce qu'il y en a beaucoup et encore une fois, c'est très disparate entre les femmes. Mais voilà, il faut savoir qu'il en existe une multiplicité. Oui, là pour compléter, donc déjà le tableau peut paraître hyper anxiogène de cette liste-là à la Prévert de plus de 40 symptômes. Mais l'objet, c'est pas ça, c'est plutôt de pointer qu'il y a il y a des symptômes qui sont mieux identifiés que d'autres. Tout le monde peut citer les bouffées de chaleur, mais en fait, il y en a plein d'autres. C'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Et que finalement, il y a des symptômes qui sont peu visibles, comme des symptômes psychologiques, l'irritabilité, le changement d'humeur, peuvent être très, très gênants dans la vie quotidienne, ou la fatigue, ou les sueurs nocturnes qui vont impacter vraiment le quotidien de travail. Ça, c'est ce que nous indiquent les femmes, de ne pas pouvoir se reconnaître. Il y a des femmes qui nous racontaient voilà, être des agents d'accueil et que ben, voilà, elles ne peuvent pas des fois retenir leurs larmes si on leur parle pas bien ou voilà, et du coup ça les gêne très très fort et ça leur fait perdre confiance en elles, dans leur estime. Ça peut amener aussi des renoncements à des désengagements pardon, silencieux à leur poste, et jusqu'à des fois renoncer à des promotions, renoncer ou partir à des départs à la retraite plus tôt. Voilà, et ou à subir des temps partiels également. Donc, de même, ça a un véritable aujourd'hui impact. Il y a assez peu d'études en France, mais c'est beaucoup mieux documenté en Angleterre. Ça, c'est pareil, avec l'ANACT a beaucoup travaillé dessus. Peut-être qu'Arnaud en dira un petit mot également sur ces sujets-là. Mais toutes les femmes, donc il n'y a pas une ménopause, mais des ménopauses. Déjà, toutes les femmes ne vivent pas les mêmes réalités vécues. Et nous, ce qui est important, c'est de s'attacher à la situation de travail. C'est comment ces symptômes vont impacter le quotidien de travail, plutôt qu'à poser évidemment des diagnostics ou à poser voilà, des symptômes. C'est pas le but, c'est comment ça impacte le quotidien de travail. Et la santé, parce que c'est aussi à double sens, ça c'est vraiment les études le montrent, c'est que des environnements stressants vont majorer des symptômes comme les bouffées de chaleur, vont les augmenter leur intensité. Aussi, on veut noter, donc du coup, tout le monde n'aura pas tous ces symptômes évidemment, et pas tous ces symptômes en même temps. Donc souvent, en fait, ce que les services de médecine au travail nous indiquent aussi, c'est que dans les adaptations de postes et d'environnement, souvent c'est temporaire, c'est des histoires de quelques mois. Pour pouvoir mieux vivre certains de ces symptômes qui ont un impact sur des situations de travail précises. Voilà, il y aurait beaucoup à dire sur c'est un de nos sujets de prédilection. On a été auditionné dans le cadre de la commission parlementaire de la ménopause. Il y aurait vraiment beaucoup à dire sur ces sujets, mais c'était des petites capsules thématiques pour pouvoir déjà amorcer et ouvrir des espaces de dialogue sur ces sujets-là. C'est déjà beaucoup. On a, Pardon, excusez-moi. pardon. Non, On a déjà beaucoup parlé des conditions de travail qui sont liées à chaque spécificité, à chaque fois, Jenna, pour chacune des spécificités. Donc, merci. Et je sais que l'ANACT a fait aussi un gros travail dessus. Donc, je ne sais pas si on passe, c'est toi qui me dis, Jenna, cette partie. Oui, comme on pensait que Arnaud parlerait en premier, on voulait s'adapter un petit peu la présentation. Et peut-être on peut passer pour pas faire trop redondant et aller directement aux questions. Ça vous va, Lali? Oui, bien sûr, à la rigueur, vous pourrez compléter en plus, enfin, selon ce que Arnaud dira, ça pourra faire l'objet de compléments, effectivement. Mais je voulais justement vous redire un petit peu, merci beaucoup. Donc, alors, il y a quelques personnes qui ont répondu dans le chat sur d'où elles parlent, en fait. Donc, on a quelqu'un qui travaille dans un centre social. La question se pose d'intégrer ces questions
justement pourquoi pas dans une charte afin de faciliter l'intégration de ces problématiques, pourquoi pas notamment dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Je sais qu'il y a quelqu'un qui travaille, alors, qui est présente et qui a des problèmes de micro aussi, mais qui travaille dans un organisme de formation dans la Vienne. Donc voilà, d'autres personnes sont en train d'écrire. Mais je voulais rebondir juste par rapport à la périménopause et la ménopause, c'est un gros enjeu par rapport au secteur de l'autonomie parce que c'est vrai que les professionnels de ce secteur vieillissent aussi de plus en plus et on a beaucoup de turnover lié à l'âge et au départ en retraite. Mais en parallèle, on a des personnes qui donc, soit partent à la retraite parce qu'elles sont en âge de partir à la retraite, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu des problématiques, enfin, c'est la vie, je veux dire, de périménopause et de ménopause, et donc vous avez présenté les différents symptômes. Donc, effectivement, on n'a pas trop envie de arriver tout de suite. Mais dans le même temps, on aperçoit, notamment dans le secteur de l'autonomie, qu'il y a des personnes qui vont cumuler, en fait, l'emploi et la retraite. Et donc c'est intéressant de faire peut-être vos retours sur ces sujets-là, si jamais vous avez pu accompagner des structures qui ont comme salariés des personnes qui font ces cumuls-là. Et comment ça a pu se passer. Je ne sais pas si elle va pouvoir parler, mais je sais qu'il y a une personne qui est présente au webinaire qui fait justement ça, qui fait le cumul emploi-retraite. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me permettais de faire ce lien avec là, la dernière slide que vous avez présentée, à savoir la périménopause et la ménopause. Ça sera peut-être dans les retours d'experts. Alors, il y a plusieurs choses. Justement, ça va rebondir sur la slide. C'est que nous, il y a deux choses. Nous, on accompagne à la fois les femmes à mieux vivre cette période-là. Pour nous, c'est hyper important. On reste un acteur de prévention et de promotion de la santé. Donc, nous, on peut accompagner les femmes déjà à mieux vivre, à se sentir informées, écoutées, soutenues, de ne pas subir cette période de vie et de ne pas subir leurs symptômes. Ça, c'est vraiment une partie. C'est une pièce de notre puzzle, de notre ensemblier d'actions. Ça, c'est une première chose. C'est déterminant déjà de pouvoir accéder à des soins et comment l'entreprise peut être facilitante par adapter les horaires, faciliter l'accès aux soins. Sur l'endométriose, c'est la même chose. Il y a énormément de renoncement quand même aux soins liés à des coûts, le coût, les surcoûts qu'il y a, d'une part, et d'autre part, liés à la quantité de soins nécessaires, de ce qu'on appelle les soins de support. Et c'est la même chose sur la ménopause, de soins complémentaires qui vont permettre de mieux gérer ça, faire du sport, aller chez le kiné, peut-être faire de l'hypnothérapie, aller voir le médecin de la douleur, gérer ses TENS, etc. C'est extrêmement diversifié et varié et l'entreprise peut être facilitante. Ça, c'est la première chose là, dans ce sens-là. Et la deuxième chose, c'est que du coup, nous, on accompagne les entreprises ou les employeurs, pardon, les organisations avec deux objectifs, faire changer de regard sur ces thématiques-là qui sont encore tabous, méconnues, qui sont clairement impensées en fait. Ces thématiques-là sont un petit peu impensées, d'où l'idée de j'entendais cette idée de ces questions-là de charte et des URP différenciés en fait, que Arnaud parlera sûrement également. De pouvoir visibiliser ces sujets-là, les prendre en compte. Donc nous, on fait des sensibilisations, des parcours immersifs thématiques. Et enfin, on est certifié AFNER de la démarche SQVCT de la norme québécoise. Et on accompagne en effet des structures. Donc, on est actuellement en train d'accompagner une grosse structure de 300 salariés dédiée à l'aide à domicile. Voilà, à titre d'exemple, donc on aura des retours d'expérience plutôt dans quelques mois et également on collabore avec une autre structure de santé au travail sur l'appel à projet Améliorer la santé des femmes de l'ANACT que parlera aussi sûrement Arnaud tout à l'heure. Voilà. Et donc dans le cumul, voilà, pour répondre dans le cumul, il y a à la fois tenir compte de l'état de santé en fait, de l'accès à des soins de support, et l'accès à un accompagnement. Voilà, mais après, dans les retours d'expérience, la périménopause, ménopause, autour de 40-45 ans, c'est là où c'est une période
difficile. Après les symptômes, après la ménopause, les symptômes s'estompent, s'apaisent, même s'ils peuvent être persistants. Donc, voilà. Et merci beaucoup. Je vois que dans le... Enfin, il y a plein de choses à dire, en fait, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, là, dans le chat, il y a quelqu'un Pauline, qui travaille en tant qu'infirmière dans une maison de retraite et elle a de l'endométriose. Donc, Pauline, est-ce que vous pouvez juste préciser, si vous pouvez, si votre structure, elle est dans la Vienne ou si elle est sur un autre territoire, s'il vous plaît? Et, et tant qu'elle répond, je voulais aussi revenir sur le sujet de l'allaitement, parce que c'est vrai que dans le secteur de l'autonomie, il est possible que des structures mettent en place, je pense notamment à un EHPAD dans son EHPAD, il y a une micro-crèche qui a été créée, intergénérationnelle, et l'idée au départ de cette micro-crèche, c'était de permettre justement aux professionnels de l'EHPAD de concilier leur vie pro et perso, parce qu'avec les horaires différents, ben là au moins on a un peu la crèche qui est sur le lieu de travail. Au final, ça c'est un peu divers, enfin, ça s'est élargi à d'autres personnes donc de la commune, mais c'est vrai qu'il y a ces sujets-là qui se posent pour donc les problématiques de garde, mais du coup, le sujet pourrait aussi être posé de mettre, je ne sais pas moi, en place de mettre à disposition une salle dans la structure qui soit dédiée à l'allaitement, enfin, ou des choses qui peuvent être mises en place du même ordre en fait que de mettre en place, si c'est possible, une crèche ou un espace pour les gardes d'enfants. Il y a des choses, il existe des dispositifs qui seraient intéressants à mettre en place dans ce type de structure-là, au regard même, parce que justement les horaires sont hachés, etc., etc. Oui, bien sûr. Ben, nous, ce qu'on propose dans cette démarche-là, c'est de pouvoir poser un diagnostic participatif et partagé pour récolter en effet les besoins exprimés autour de la santé des femmes. Donc nous, on est vraiment sur l'axe santé publique, mais je voudrais quand même faire une toute petite aparté. Il y a aussi toutes les conditions de travail, toute la sous-évaluation des risques professionnels qui peuvent être aussi cumulés se cumuler à des enjeux de santé publique, on en vient de l'évoquer, et aussi les violences sexistes et sexuelles dont les femmes sont les plus victimes, plus de 80%. Donc ça contribue, enfin, c'est un ensemblier, hein, l'amélioration de la santé des femmes au travail. Et en effet, donc, dans tous les cas, pour répondre à tous ces trois enjeux-là, en effet, on peut il y a plein de solutions, hein, vraiment, c'est notre sujet. Après, l'idée, c'est de pouvoir poser un diagnostic à partir d'enjeux de l'employeur, de préoccupations exprimées, de besoins exprimés par les salariés, et de pouvoir établir un plan d'action co-construit. Et les solutions, elles sont auprès des personnes auprès des bénéficiaires, en fait, auprès des salariés, c'est eux, ou des dirigeants, des RH. Voilà, ça se co-construit, les plans d'action se co-construisent avec les premiers concernés, en fait. Donc, nous, ce qu'on veut indiquer, c'est il y a des solutions faisables qui impactent à la fois, qui agissent à la fois sur l'environnement de travail, sur les pratiques managériales, sur la conciliation vie pro, vie perso, et sur les habitudes de vie, pour permettre d'améliorer durablement les conditions de travail, à la fois de changer de regard, mais aussi de transformer les organisations. Et donc là, je n'ai pas de solution prête à être collée sans contexte, etc. Mais nous, de notre expérience, les salariés savent exprimer leurs besoins et savent trouver les solutions qui seront les mieux adaptées. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Et justement, alors vous êtes donc spécialisé sur ces sujets-là. Est-ce que vous êtes, parce que là, je vois que l'infirmière qui travaille dans une maison de retraite, qui est dans l'endométriose et vient des Deux-Sèvres. Est-ce que vous êtes Oui. une structure associée unique en son genre, en tout cas au niveau régional ou voire national, ou est-ce qu'il y a un travail aussi, je sais pas, de recensement un peu des dispositifs, structures un peu comme la vôtre qui existent à l'échelle à l'échelle du territoire pour justement être aussi un lieu ressource pour les personnes?
Oui, alors du coup, nous, on agit en effet sur toute la Nouvelle-Aquitaine, à la fois hein, à destination des femmes, encore une fois, donc en fait, on peut l'accompagner, la soutenir en tant que femme concernée par l'endométriose, mais aussi en tant que professionnelle qui agit dans une organisation. Donc ça, c'est vraiment, il y a deux casquettes différentes pour nous. Euh, Après, sur d'autres, je suis sûre qu'il y a d'autres structures, je suis sûre aussi que la RACT les a identifiées et a une liste de consultants qui peut accompagner. Voilà, après, avec peut-être des sensibilités différentes sur l'ensemble de ces thèmes. Tout à fait. Je pense que Arnaud sera plus susceptible de répondre sur un listing de structures qui peuvent agir. Merci beaucoup pour ces précisions. Je ne sais pas si vous voulez ajouter d'autres éléments. Non, vraiment, c'était sur. Nous, on voulait conclure sur ça, sur le fait on accompagne les femmes d'une part, mais ça va de pair avec accompagner Bien sûr. l'environnement de travail, donc avec des sensibilisations, cette démarche SQVCT, et on a des formations, on a du micro-e-learning destiné aux managers pour mieux s'emparer de ces sujets-là. On sait que c'est des publics pas toujours faciles à capter sur nos sensibilisations. Et puis, on peut aussi avoir des journées présentielles de formation dédiées aux managers aussi pour apprendre tout simplement, pour apprendre et apprendre, en tout cas pour se sensibiliser à ces sujets, pour connaître, pour agir et aussi pour identifier la bonne posture. Voilà, et de pouvoir connaître les leviers d'action. Et encore une fois, bah, ça, c'est pas suffisant, c'est vraiment agir à tous les niveaux qui est important, du dirigeant au RH, en passant par le manager de proximité et aux solutions individuelles. Et souvent aussi le risque que nous, dans nos retours d'expérience, c'est qu'on met un peu tout sur le dos, un peu hein, du pouvoir d'agir de chacun, de l'individualisation en fait des stratégies. Et on le voyait, la trousse de secours, etc. En fait, ça suffit pas. Les femmes peuvent pas gérer. Peuvent pas, on peut pas limiter l'impact sur la vie professionnelle simplement en comptant à ce que les femmes aient leur petite trousse de secours pour gérer leur douleur chronique, s'arrangent avec la collègue. Voilà, ça fait partie d'un panel de solutions, mais ce n'est pas suffisant pour transformer les organisations et améliorer durablement la santé des femmes au travail et surtout au bénéfice de tous, des hommes comme des femmes, les améliorations qui vont être apportées. Voilà, donc c'est plutôt sur des solutions plus collectives et universelles. Oui, bah, de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, c'est vrai que dans le secteur, enfin, je conclurai juste par là, mais dans le secteur, c'est vrai qu'il y a entre guillemets, un gap énorme entre les professionnels plutôt de terrain qui vont être dans la majorité des femmes et où les managers vont plutôt être des hommes aussi. Et c'est vrai que c'est très important de pouvoir agir collectivement parce que c'est une affaire de tous et de toutes, en fait, aussi. Euh, mais peut-être que là, du coup, avec Pauline, qui à la fois est infirmière dans une maison de retraite et qui a de l'endométriose, ça aurait peut-être le coup, si c'est possible, que vous preniez les coordonnées. Enfin, en tout cas, on partagera les supports si c'est possible, mais peut-être qu'il y a à la fois quelque chose à faire d'accompagner cette femme parce qu'elle est femme, et dans le même temps, peut-être, après, ce ne sera pas elle qui pourra le décider, je pense, mais un travail à faire peut-être éventuellement avec la maison de retraite. En tout cas, Avec plaisir. merci beaucoup, et on va pouvoir laisser la parole s'il n'y a pas plus de questions à notre dernier intervenant qui est Arnaud Barbier de Taract. Alors, le micro, c'est bon. L'écran, maintenant. Hop. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Très bien. Donc merci pour cette invitation. J'ai pris l'option aujourd'hui de vous parler de l'étude ELSA, donc l'étude sur la santé des actives en Nouvelle-Aquitaine, et de faire un zoom uniquement sur les questions de santé hormonale et gynécologique. Donc, par rapport à l'ensemble des constats effectués, on est sur, je dirais, 5% de l'ensemble des constats qui expliquent une dégradation de la santé des femmes au travail. Donc,
Je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on a entendu en termes de VSS. Je ne vais pas vous parler des questions de sexisme qui rendent le travail plus compliqué auprès de certaines populations féminines. Je ne vais pas vous parler non plus de santé mentale au travail. Je ne vais pas vous parler de conciliation des temps de vie et je ne vais pas vous parler de monoparentalité. Donc, vous voyez que là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une toute petite partie des éléments collectés pendant cette enquête et il y en a déjà beaucoup. Donc, j'espère que ça vous donnera une idée de l'ampleur de la tâche si on s'attelle à vouloir résoudre les questions d'inégalité structurelle qui pèsent sur les femmes au travail en 2026. Donc, cette étude, on l'a menée parce que déjà, vers les années 2020, on a constaté des signaux de dégradation de la santé des femmes au travail. Donc là, vous avez des statistiques sur les TMS et puis la souffrance psychique. Donc on voit que cette accélération, elle a commencé, on va dire, plutôt vers 2016. Ça se confirme aussi avec les accidents du travail qui aujourd'hui diminue chez les hommes, mais augmente encore chez les femmes. Là, on est sur un démarrage plutôt aux alentours de 2013, mais on voit qu'il y a ces accidents du travail qui, aujourd'hui en France, augmentent chez les femmes. Alors, pour qualifier ces accidents de travail, on sait qu'ils sont plutôt issus des femmes qui travaillent dans le secteur des EHPAD et du soin et des services à la personne. Donc, cette sinistralité s'explique principalement par l'augmentation des AT auprès de cette population. Donc, un contexte de dégradation de la santé d'un peu tout le monde, mais majoré chez les femmes, avec malgré tout assez peu d'éléments très précis en termes de compréhension et puis d'explication. C'est la raison pour laquelle on a décidé en Nouvelle-Aquitaine de mener une étude sur le sujet. Donc, l'objectif, ça a été dans un premier temps d'essayer de voir s'il existait des données statistiques sur le sujet. Alors, je vais faire spoiler alerte, on n'a rien trouvé en termes de données parce qu'elles n'étaient pas genrées ou qu'elles étaient trop anciennes ou parce qu'elles ne faisaient pas des liens très précis avec des situations de travail. Donc, la partie quantitative a fait un flop assez rapidement et on s'est concentré plutôt sur une partie qualitative, donc sur la base d'entretiens menés avec des actives. Donc ça a été entre décembre et puis juin 2025. On a réuni un comité d'études qui a complété les premières hypothèses de travail pour expliquer cette dégradation de la santé des femmes au travail. Est-ce que c'est l'accroissement des charges familiales, le renforcement de la non-mixité dans certains métiers, les VSS. Après, le comité d'études a dit c'est peut-être aussi le pouvoir d'achat qui impacte plus les femmes, ou c'est la dégradation des services, par exemple de garde d'enfants, ou c'est une forme de déprise médicale dans certains territoires. Voilà, donc nos hypothèses ont largement été complétées. Donc, on est allé sur le terrain avec ces hypothèses pour essayer de mieux comprendre la dégradation de la santé des femmes au travail. Donc, on a amorcé la phase qualitative auprès de 4 publics, donc les femmes qui travaillent dans le secteur du numérique, les femmes dirigeantes d'entreprise, les femmes qui travaillent dans le secteur agricole et les femmes qui travaillent dans le secteur culturel. Donc, on a mené ces entretiens, on a essayé d'identifier les éléments liés aux trajectoires, aux conditions d'existence, aux conditions de travail,
et puis de regarder derrière les stratégies de protection ou de préservation de la santé. Donc, on a questionné quelque chose qui n'était pas forcément spontané pour nous, les enjeux de santé gynécologique, et on s'est aperçu que ce n'était pas spontané non plus chez les femmes, parce que pour beaucoup, les problématiques de ménopause, d'endométriose, etc., ma foi, en tant que femme, c'est quelque chose on doit faire avec, et c'est comme ça, et donc c'est une fatalité. Mais c'est vrai qu'en réalisant les entretiens, ils se sont dit, mais oui, ça a un impact assez significatif sur mon travail, et peut-être que mon travail aussi a un impact sur mon état de santé ou mes problématiques de santé, ou la manière dont je peux les gérer ou vivre avec en tout cas. Donc, quelques éléments issus des explorations de terrain. Alors, j'avais dit qu'on ne parlerait pas beaucoup des questions de conciliation des temps de vie et de parentalité, mais ça fait partie des enjeux de santé spécifiquement féminins. Donc, il y a la question de la parentalité, notamment dans les femmes qu'on a rencontrées dans le secteur du numérique, où la question se pose dans la carrière de ces femmes de faire le choix de passer à temps partiel quand elles ont des enfants, et on sait que ça a un impact assez significatif sur leur progression en termes de carrière. Pourquoi ? Parce que travailler à temps partiel, ça veut dire quitter les projets sur lesquels on doit partir avec des grands comptes pendant plusieurs jours à l'autre bout de la France. Donc, on se retrouve avec des projets moins intéressants, donc on progresse moins. Donc, il y a un arrêt brutal de la progression de carrière de ces femmes qui travaillent dans ce secteur-là, uniquement en lien avec le statut de mère, qui met un coup d'arrêt très net à la carrière de ces professionnels. Donc, souvent, ce choix, ce qui préside à ce choix, c'est des inégalités structurelles en termes de salaire. Donc, madame gagnant moins que monsieur, c'est madame qui passe à 80%. Donc, en passant à 80%, on a des projets moins intéressants. Donc, on peut valoriser moins de choses en entretien annuel. Donc, on a une carrière qui stagne, voire on peut régresser aussi en termes d'activité et puis de projet. Maintenant, sur la partie santé gynécologique et puis en termes de cycle, voilà ce qu'on a pu entendre, notamment dans le secteur agricole. Depuis que je gère l'exploitation, mon cycle est complètement déréglé. J'ai même fait un test de grossesse, c'était suite à une aménorrhée, mais on voit que le travail a directement un impact sur le cycle des personnes qu'on a rencontrées. Il y en a une qui nous a dit que sur certains chantiers, il y avait des bases de vie. Donc, ce qu'on appelle des bases de vie, c'est des endroits pour uriner, éventuellement avoir une toilette intime. Donc, il y a des choses qui sont possibles à mettre en place. Donc, il y a aussi des enjeux en termes de suivi médical. Il y en a une qui nous a dit que pour sa grossesse, son médecin traitant n'avait pas fait tous les examens et qu'il y avait une infection bactérienne, et que c'est le médecin du travail de la MSA qui a pu la détecter. Donc, ça renvoie à ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure sur la question de la prise en charge de problématiques par le médecin du travail. Voilà, tous les médecins ne sont pas au même niveau d'acculturation sur les pathologies féminines. Donc, l'avis du médecin du travail peut être intéressant également.
Sur la question de la périménopause, il y a l'enjeu évidemment des bouffées de chaleur et dans le secteur agricole, là sur une personne qui avait une partie élevage et une partie fromagerie, qui dit que clairement son travail n'est pas réalisable sur certaines périodes de l'année, compte tenu de son état de santé. Le point important qu'on a constaté dans cette étude, où il y a différentes populations, mais il y avait beaucoup de dirigeantes, des éleveuses à leur compte, des dirigeantes d'associations du secteur culturel, et elles nous ont toutes dit que ce statut de dirigeante leur permettait d'avoir de la souplesse par rapport à la gestion de pathologies du cycle ou de menstruations douloureuses, et des dirigeantes qui nous disaient mais les salariés, je ne sais pas, ça doit être compliqué pour elles, parce que notamment sur la partie viticulture, nous disaient moi si je suis plié en deux un matin, je vais pas aller tailler des vignes, et puis les vignes elles pourraient attendre demain, ça ne sera pas catastrophique. Donc il y a une certaine forme de souplesse et de ressources chez les dirigeantes qui est importante à souligner, puis voilà, qui peut nous amener à réfléchir à d'autres solutions. Ce qu'on a entendu aussi en termes de stratégie, bien sûr, dans le secteur du numérique, c'est que certaines restent en télétravail et font le choix du télétravail, et ça permet une bonne chose qui est le fait de pouvoir être moins exposé, entre guillemets. Après, ça a un désavantage assez important, c'est-à-dire que ça va invisibiliser totalement aux yeux de l'organisation ces sujets-là. Donc, il y a du bon et du moins bon. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a aussi des trajectoires de femmes qui travaillaient dans d'autres secteurs d'activité où le présentiel était impératif, et qui ont migré vers les métiers du numérique, justement pour pouvoir gérer leur pathologie plus facilement grâce au télétravail. Dans certains territoires qu'on a pu explorer par l'intermédiaire des personnes du panel de l'étude, on était plutôt dans une configuration rurale, voire très rurale, où là, clairement, pour les femmes, il y avait des problèmes de couverture médicale, avec des difficultés en termes de contrôle, de dépistage également, des problèmes de prise de rendez-vous, des choses éloignées. Donc là, il y avait quand même un sujet, notamment pour les femmes agricultrices, sur le suivi dont elles pouvaient bénéficier ou pas dans cet environnement plutôt rural. Sur la question des conditions de travail, je vais passer assez rapidement sur les questions de polyvalence, mais revenir en bas sur le sujet de la division du travail. Avec une agricultrice qui nous disait le travail le plus pénible physiquement, il est pour les femmes, le relevage des bois ou le tirage des bois, par exemple. Et pendant ce temps-là, les messieurs sont plutôt sur des tracteurs, voire des tracteurs. Donc, sur ce qui s'affiche en bas, sur la division sexuée du travail, il y a des choses quand même qui doivent nous interpeller, notamment dans un contexte de réchauffement climatique. Pour des personnes qui sont en situation de ménopause ou périménopause, travailler en extérieur, comme c'est souvent le cas dans le secteur agricole, ça devient extrêmement compliqué. Donc, ça doit nous inviter à réfléchir à est-ce
sur quel levier on souhaite agir. Est-ce qu'on souhaite limiter le réchauffement climatique? Ça, bien sûr, mais à court terme, ça ne va pas être une solution tout de suite satisfaisante. Où il y a la question de repenser la question de la division du travail. Pourquoi ça ne serait que les messieurs qui auraient le droit de conduire les tracteurs? Donc, ça suppose voilà, de réfléchir peut-être aux heures, aux horaires de travail pour être moins exposé aux fortes chaleurs. Ça suppose aussi d'avoir des vêtements adaptés aux femmes, donc des vêtements qui réfléchissent la lumière, etc. Donc il y a beaucoup de choses à mener pour essayer d'agir sur un registre organisationnel à ces situations où on pourrait dire, bah oui, le réchauffement climatique, ça affecte tout le monde, les hommes comme les femmes. Oui, sauf que ça affecte plus les femmes parce qu'elles sont en situation de périménopause ou de ménopause, et ça les affecte encore plus parce qu'elles sont sur des tâches plus exposées à ces fortes chaleurs. Donc, il y a vraiment une réflexion de fond à mener sur demain, concrètement, sur quoi on souhaite agir. Donc, je passerai rapidement sur les stratégies de protection. On a évoqué, ça a été dit très bien tout à l'heure, l'objectif, c'est pas que les femmes prennent sur elles-mêmes pour trouver individuellement des solutions, c'est qu'il y ait vraiment des choses qui soient proposées, discutées par les organisations pour permettre aux femmes de travailler dans de bonnes conditions avec ces différentes contraintes ou ces différentes pathologies. Ce qu'on a vu dans le secteur de l'agriculture, mais on le voit aussi dans le secteur du service à la personne pour des professionnels qui auraient des scrupules à utiliser les toilettes ou les WC de personnes dont elles s'occupent. Il y a les mêmes difficultés dans le secteur agricole, c'est-à-dire que mais surtout, ce qui est grave, c'est dans un contexte de forte chaleur, c'est des femmes qui, pour pas avoir à se dévêtir entre les rangs de vignes pour uriner, font le choix de ne pas boire ni de café, ni d'eau, de ne pas s'hydrater, y compris quand il fait chaud, pour ne pas avoir à se déshabiller et puis exposer leur corps. Alors, il y en a qui trouvent aussi des astuces du type installer des toilettes sèches dans le van quand elles se rendent sur des chantiers agricoles. Voilà, ça fait partie des stratégies, mais bon, il y a des choses au-delà à mettre en place du point de vue de l'organisation. D'autres stratégies pour faire face à des états de santé compliqués ou altérés, faire de la kiné, faire de l'ostéo, mais ça coûte cher et les bénéfices sont assez courts. Avoir du recours à des antalgiques, faire des infiltrations, faire des cures, y compris faire appel à des solutions pas très recommandées par la médecine conventionnée, ou des stratégies en lien avec le sommeil. Donc des choses plutôt à court terme. Et puis il y a des choses à plus long terme avec des stratégies qui, quand c'est possible, déléguer certains travaux ou alors s'outiller de dispositifs technologiques, c'est-à-dire qu'il y a certaines agricultrices qui mettent des webcams dans l'étable pour pouvoir surveiller les bêtes, y compris quand elles sont pliées en deux dans leur canapé. Donc, il y a aussi des stratégies en lien avec l'utilisation de technologies. Et puis, il y a aussi des stratégies d'aide et puis d'entraide, au moins pour parler de ces difficultés et se sentir moins seul et peut-être
parfois partager des astuces pour adapter le travail ou faire en sorte de s'adapter malgré ces douleurs liées à un état de santé dégradé. Alors, il y a un point qui est important, c'est que ces sujets-là, ils ne sont pas forcément évidents à discuter en entreprise et qu'il ne suffit pas d'être une femme pour être ouverte à la discussion sur ce sujet. On a entendu une directrice qui était dans une structure d'aide à la personne avec 200 salariés, donc principalement des femmes, qui n'avaient pas connaissance ou qui n'imaginaient pas que des femmes de son équipe puissent avoir des difficultés de santé d'ordre gynécologique ou autre. Alors qu'on voit très bien pour les entreprises qu'on accompagne sur le sujet, à partir du moment où la direction ou la RH commence à questionner les femmes sur des difficultés de santé qui entraveraient la capacité à faire le travail, on est à peu près sur la moitié de l'effectif des femmes qui déclarent avoir des difficultés, mais pas de manière spontanée, parce que voilà, il y a une forme d'habitude sociale où on se dit où les femmes se disent qu'elles devraient faire avec, alors qu'il y a des solutions pour faire mieux, différemment ou autrement, pour pouvoir gérer d'un point de vue organisationnel ces difficultés de santé. Deux, trois mots, je serai assez rapide parce que je vois l'heure tourner sur la question du management. Alors, on l'a vu précédemment, juste avant, il y a la question de sensibiliser les directions. Il y a aussi outiller les managers en leur disant bien que leur travail, ce n'est pas de diagnostiquer, d'aborder des questions médicales, etc., mais c'est de prendre en compte les situations concrètes de travail et de voir dans quelle mesure elles posent problème ou pas du point de vue de la santé gynécologique, et puis d'essayer de mettre en place les mesures nécessaires. Et ça, c'est ce que j'évoquais juste avant. On voit que pour une entreprise d'une centaine de salariés, statistiquement, alors il y a des chiffres, j'ai entendu sur le SOPK, des chiffres plutôt aux alentours de 7 personnes concernées. Mais là, on se dit que raisonnablement, sur une entreprise de 100 salariés, on est susceptible d'avoir 5 femmes qui souffrent d'endométriose, 5 de SOPK, 15 à 20 avec des problèmes de périménopause, ménopause, 25 avec des règles douloureuses, et puis potentiellement 10 à 15 qui peuvent traverser un épisode de cancer ou de fibrome utérin. Donc ça représente une partie non négligeable de l'effectif, avec derrière ce que ça implique de stratégies d'adaptation qui ont un coût pour les individus et la structure, parce que le travail peut être fait, mais dans un mode dégradé, et qui va ensuite avoir en retour des impacts sur les individus. Donc, par rapport à ça, des préconisations, alors là, sur un plan assez général, mais vous verrez avec les ressources en dessous que tout ça est détaillé et outillé pour être traité et agir en entreprise. Donc, adapter l'organisation du travail et les conditions de travail, bien sûr, tenir compte des rythmes, des morphologies, voilà, des différentes contraintes, repérer les risques dans les emplois à prédominance masculine ou féminine, anticiper les enjeux d'usure professionnelle. On l'a vu tout à l'heure, je vous ai donné un exemple de personnes qui ne pouvaient plus continuer à exercer son métier
dans un secteur d'activité qui s'est rabattu sur le numérique pour pouvoir gérer son état de santé, et puis, dans la mesure du possible, agir sur les risques liés aux charges domestiques, sur la conciliation des temps de vie, dont j'ai assez peu parlé aujourd'hui, mais on pourrait faire avec ce qu'on a pu collecter dans l'étude ELSA toute une journée de webinaire sur le sujet. Alors, vous retrouverez plein de ressources sur le site de l'ANACT et puis de l'ARACT. J'en ai sélectionné volontairement que 2 pour pas noyer le propos dans des dizaines et des dizaines de ressources. Donc, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le guide endométriose et travail, dans lequel il y a une affiche de sensibilisation qu'on peut mettre dans les locaux de l'entreprise, un quiz pour tester les connaissances, et puis un guide avec des repères pour mettre en place des actions concrètes. Donc ça, sur le volet endométriose, et autres ressources sur l'évaluation différenciée, donc le document unique différencié pour intégrer les enjeux de santé féminine dans l'ensemble de la détection et de l'anticipation des risques professionnels en entreprise. Alors, tout à l'heure, j'ai aussi entendu des choses par rapport à des structures de conseil qui pourraient aider et soutenir les entreprises dans leur démarche. Nous, ça fait partie de notre métier parce qu'on a une mission de qualification et d'animation du réseau des consultants en Nouvelle-Aquitaine. Des consultants sur le sujet, on n'en a pas identifié beaucoup. En gros, il y a 3 ou 4 cabinets un peu spécialisés sur ces enjeux de santé féminine, dont Didam donc fait partie, évidemment. Voilà, moi, ce que je vous proposais de vous raconter sur concrètement qu'est-ce qu'on peut constater sur le terrain en termes d'impact de la santé féminine sur des activités de travail dans le secteur agricole ou dans d'autres secteurs d'activité. Et puis, en retour, comment le travail contraint ou peut aggraver certaines pathologies quand, notamment, les femmes peuvent pas ou font le choix de ne pas s'hydrater lors de travaux extérieurs pour ne pas avoir à uriner au milieu des rangs de vignes. Donc, voilà ce que je proposais de vous raconter. Et puis, bien sûr, je reste à la disposition de tout le monde s'il y a des questions. Merci beaucoup Arlène pour cette présentation. Moi, j'avais surtout une question par rapport aux 2 exemples de ressources que vous avez présentées. Celles-ci, je sais qu'elles sont accessibles normalement en ligne. Est-ce qu'à tout à l'heure, elles sont aussi accessibles en version papier? Donc, je sais qu'en termes de transition écologique, c'est pas tip top. Mais c'est vrai que on se rend plus en plus compte que les structures, il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Mais bon, il faut aussi prendre du temps pour les chercher. Et parfois, le format papier reste un peu la meilleure des solutions parce qu'on passe des endroits. Typiquement, on est à la galerie Beaulieu à Poitiers. On a des structures ou des professionnels qui passent, et c'est vrai qu'avoir le support papier, ça aide aussi en termes de visibilité. Donc, est-ce que ces supports-là, ils sont disponibles en version papier? Pour des questions d'empreinte écologique et puis
de budget hein, aussi, on va dire les choses assez clairement. On a, nous, au niveau de l'agence, de moins en moins de versions print de nos documents, mais bien sûr, tout est téléchargeable. Et puis, j'ai indiqué les liens de téléchargement dans le support, donc pour pouvoir directement accéder aux documents en ligne et puis les imprimer si vous souhaitez les imprimer. Très bien. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, je n'en vois pas dans le chat. Le support sera disponible à l'envoi auprès des structures? Ah, je ne comprends pas. Bien, je disais bien sûr. C'est bien. De toute façon, c'est sûr que l'ARAC, en tout cas en termes de vaccin, en termes de prévention des risques professionnels, aussi un des interlocuteurs phare aussi quand on avait Armand Louis qui a intervenu 3 fois sur les rencontres dédiées à la prévention des risques professionnels, donc à la fois dans les services à la personne, le médico-social et la petite enfance. Parce qu'il y a des gros enjeux à ce sujet-là, mais ça nous paraissait important aujourd'hui de faire aussi un webinaire dédié voilà, maladie féminine et l'impact sur les conditions de travail dans le secteur de l'autonomie, parce que, comme je le disais, au début, on a une majorité de femmes qui travaillent dans ce secteur-là. Et donc ça, les conditions de travail sont déjà difficiles, et en plus, il y a d'autres sujets qui rendent la vie des femmes, ça peut être difficile, et encore plus dans un secteur où c'est déjà difficile. Donc on cumule. Mais je vous remercie en tout cas encore, je remercie l'ensemble des intervenants pour votre participation et vos interventions. Et s'il n'y a pas de questions, on est à 2 minutes de la fin, et je vous propose de conclure et de nous quitter. Bon, écoutez, je ne sais pas si je vois que la vie, c'est-à-dire que tu es en train d'écrire. Très contente de la vie de l'ARACT. Écoutez, merci beaucoup. À nouveau, on attend juste vos supports si cela est possible pour vous. Nous, on pourra les envoyer à tout le monde. Avec vos coordonnées aussi, peut-être que ça peut être intéressant aussi pour les structures, d'identifier, pour les professionnels, d'identifier aussi des structures qui sont susceptibles de répondre aux questions, que ce soit d'IDEM, donc à la fois pour les femmes au niveau de leur vie personnelle en tant que femme, mais aussi d'un point de vue professionnel, l'ARACT pour les structures, et puis SOS OPECA qui n'est plus là, mais aussi pour accompagner les personnes qui vivent et qui subissent le syndrome SOPK. Donc, il y a autant de dispositifs et de ressources qui sont utiles et disponibles, donc autant s'en servir. Donc, je vous remercie à nouveau, Ministère 2A, et je vous souhaite une agréable fin de journée.